qui s'adresse cette masterclass? Aux personnes en reconversion, aux thérapeutes, aux praticiens, aux coachs, aux psychologues, à tous ceux qui ont quelquefois des outils, de l'expérience, et pourtant ils sentent que certaines blessures résistent encore, ils ne trouvent pas le chemin. Pourtant, comme l'a dit un certain psychologue, tout se joue avant 6 ans. Alors même si tous les psychologues ne sont pas d'accord avec ça, ils convergent sur un point. La structure de l'enfant se construit très très tôt. Et quand cette période n'est pas sereine, les traces ne disparaissent pas. Elles s'inscrivent en nous. Vous avez peut-être déjà vécu ça. Vous accompagnez quelqu'un avec sérieux, vous voyez des choses qui bougent, et pourtant vous constatez que certains phénomènes reviennent encore et encore. Aujourd'hui, je vais vous proposer une solution qui n'est pas miraculeuse, et pourtant qui s'appuie sur des faits et des révélations scientifiques que vous allez pouvoir entendre de la bouche de ces 6 scientifiques dans quelques instants. Mais je voudrais surtout vous inviter à un nouvel angle de lecture. Je voudrais vous inviter à un changement de regard. Et si le problème n'était pas la méthodologie, mais l'endroit depuis lequel vous agissez. Et tant que ce décalage existe, le système ne peut pas se poser. Ma première révélation, mon premier cadeau, est cette phrase. Le corps est un récipient et il va stocker. Le corps n'oublie rien, il enregistre, il mémorise, il garde. Deuxième cadeau, le corps émotionnel. Lors d'un choc émotionnel, le corps émotionnel peut se décaler vers la gauche, la droite, vers l'avant, vers l'arrière, il peut même se retourner. Les conséquences de ce décalage? Du stress, de la fatigue, des douleurs et surtout la répétition sans fin de ces phénomènes. Troisième clé, le subconscient. C'est une clé qui est offerte par le docteur Lipton que vous allez entendre dans quelques instants. Le subconscient enregistre 100% des événements que nous vivons et pilote environ 95% de notre vie. Écoutez-le attentivement dans quelques instants. Ce qui veut dire que notre mental, si nous voulons résoudre des problèmes, ne suffit pas. Comprendre n'est pas réparer. On peut comprendre toute une vie et continuer à répéter inlassablement les problématiques. Face à l'insupportable, le cerveau ne cherche pas à analyser, il cherche juste à survivre. Voilà pourquoi il nous fait passer par 2 étapes lors des traumatismes très puissants, la sidération et la dissociation. La sidération et la dissociation ne sont pas des failles, non, non, ce sont des mécanismes de survie. Vous écouterez cela tout à l'heure. Pourquoi il nous faut travailler sur nos blessures d'enfant? Parce qu'une blessure d'enfant non réparée ne disparaîtra pas avec le sang. Elle va juste s'enfouir et quelquefois revenir à la surface 50 ans plus tard. Voici le cadeau que nous fait le docteur Ben Mamou dans quelques instants. Le stress, le stress chronique et les traumatismes non libérés peuvent coûter jusqu'à 20 années de vie, nous dit le docteur Salmona. Voici ce que montre la première étape des recherches que nous révèle le docteur Lipton, le docteur Salmona, le docteur Manmanou. Écoutez attentivement, prenez des notes, parce que ça, juste le fait de savoir, vous allez faire un bond en avant, et puis après, il faudra l'intégrer. Alors, à très vite. Écoutez. Le conscient se pose la question: que voulez-vous faire de votre vie? Vous pouvez y répondre: je voudrais le bonheur, la santé et le succès. Ces idées viennent du conscient car le subconscient n'est pas créatif. Il ne fait que dérouler des habitudes, voilà le problème. Le conscient peut envisager le futur, se souvenir du passé. Nous pouvons résoudre un problème dans notre tête en ignorant la réalité et en restant au niveau cérébral. Le conscient passe d'une pensée à l'autre et avance ainsi. Donc si le conscient ne fait pas attention, qui donc va s'occuper de la vie quotidienne, de tous les gestes de tous les jours, conduire une voiture, travailler? Si notre esprit est occupé, c'est le subconscient qui va agir. Nous savons maintenant que nous ne créons notre vie que 5% du temps. Avec nos souhaits et nos désirs, 95% de nos vies sont composées d'habitudes. Nous avons alors un problème car les habitudes fondamentales, les premiers apprises de nos parents, notre famille, notre communauté, ce sont les croyances qui se sont installées les premières dans notre subconscient. Donc lorsqu'on est conscient, on utilise notre esprit créatif. Mais dès que le conscient travaille et est préoccupé, on passe au mode subconscient qui prend le relais. Et les programmes implantés dans le subconscient l'ont été par d'autres personnes,
nos parents et notre famille. Donc 95% de nos vies proviennent de programmes subconscients. Et c'est là que viennent de nombreux problèmes pour une raison simple. Je désire réussir et être en bonne santé, mais pourtant j'échoue. Cela s'explique car nous fonctionnons seulement sur 5% de souhaits et 95% de programmation familiale. Donc si le comportement de mes parents leur a créé un cancer et qu'ils m'ont transmis ce comportement, j'aurai aussi un cancer, et non parce que je désire consciemment, mais parce que les habitudes provenant de mes parents agissent 95% du temps. La définition de la sidération, c'est en fait un état psychologique de paralysie face à une situation qui est une situation qui dépasse l'entendement en quelque sorte. La personne qui est sidérée se retrouve dans l'impossibilité de réagir, de parler, de bouger. Il va y avoir un survoltage avec une production d'hormones de stress très importante qui ne va pas être contrôlée et qui représente un risque vital pour l'organisme. Donc, comme dans un circuit électrique qui serait en survoltage, ça va disjoncter et ça va protéger le cœur et le cerveau. La sidération, c'est la paralysie, c'est le fait de ne pas pouvoir réagir. Et puis ensuite, au moment de la disjonction, il y a cette dissociation qui fait qu'il y a une déconnexion émotionnelle et ça donne un sentiment d'irréalité, d'être déconnecté de la réalité, d'être spectatrice de l'événement et de plus ressentir en fait ce qui se passe, ni la douleur, ni les émotions, comme si c'était irréel, comme si on était à l'extérieur de l'événement, comme si l'événement ne nous concernait pas. Donc toutes ces conduites dissociantes vont faire que, par exemple, quand on a subi des violences sexuelles, des violences dans l'enfance, on peut avoir jusqu'à 20 ans d'espérance de vie en moins. Et c'est le déterminant principal de la santé 50 ans après. Docteur en neurosciences et thérapeute, aujourd'hui je voudrais vous dire ou vous expliquer pourquoi vous devez absolument vous intéresser à vos blessures d'enfance. C'est qu'aujourd'hui nous avons une compréhension du mécanisme neurobiologique qui fait que ces blessures d'enfance ont un impact, continuent d'avoir un impact à l'âge adulte. Mais la nuance aussi que je veux faire, c'est qu'il n'y a pas un lien de fatalité, de cause à effet absolu. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent avoir vécu de terribles choses pendant l'enfance et qui néanmoins à l'âge adulte sont des personnes épanouies, accomplies, résilientes. Par contre, les personnes qui vivent des difficultés récurrentes à l'âge adulte ont intérêt à comprendre ce lien qualitatif qu'il peut y avoir avec leurs blessures d'enfance pour être en mesure de faire des choix pertinents et éclairés pour récupérer une capacité de vivre pleinement dans le présent, de s'accomplir, de s'épanouir dans la joie, dans la santé surtout. Et c'est ce que je veux vous expliquer aujourd'hui. Si on veut être beaucoup plus spécifique, je vous dirais ici qu'il s'agit de deux sortes de blessures, si on veut. D'une part, des maltraitances et d'autre part, la négligence. Et c'est vraiment intéressant d'ailleurs de savoir que la maltraitance et la négligence vont avoir le même type d'impact. On a souvent tendance à croire que la maltraitance va être plus sévère dans ses conséquences que la négligence. Eh bien, c'est faux. Donc, pour vous expliquer un petit peu, lorsque j'utilise le terme de maltraitance, cela désigne des formes plus actives d'abus, de violence verbale ou de violence physique, voire d'abus sexuels. Le fait d'avoir été témoin aussi de violences domestiques peut avoir le même impact que de les avoir subies directement. Donc un enfant qui a vu un frère ou une sœur ou une maman ou un papa subir des violences va en souffrir autant que si ça lui était arrivé. Lorsqu'on parle de négligence, il s'agit d'une forme plus passive, évidemment, dans lesquelles soit les besoins vraiment de soins, de manger, boire, être bien vêtu, être protégé du froid, avoir un toit sur la tête, etc., être en sécurité, donc ce genre de besoins-là, mais aussi les besoins émotionnels et affectifs de l'enfant, qui sont tout aussi importants. J'ai eu une personne que j'ai accompagnée qui m'avait dit « J'ai eu une mère, je n'ai pas eu de maman ». Elle m'a dit « J'avais une mère impeccable ». Elle m'a dit « J'étais toujours très bien nourrie, très bien vêtue, très bien
soignée, j'avais de belles fournitures scolaires, j'étais toujours en sécurité, j'étais vraiment, même peut-être surprotégée, mais en tout cas très bien soignée sur le plan des besoins physiques, physiologiques. Par contre, elle estimait qu'elle n'avait pas eu de maman, parce que la qualité relationnelle était froide. Il n'y avait pas de chaleur, il n'y avait pas de connexion, il n'y avait pas de communication vivante, d'intérêt pour les besoins de l'enfant. Et ça, c'est une forme de négligence qui a aussi des conséquences négatives qui peuvent être durables. Alors, de quelle manière est-ce que la maltraitance et la négligence peut continuer d'avoir un impact à l'âge adulte? C'est parce que la maltraitance et la négligence vont affecter des structures et des fonctions de certaines aires cérébrales pendant des phases critiques de développement. Et que donc le cerveau est structuré, configuré de sorte à maintenir un rapport, une perception de soi-même et du monde qui reste conditionné par ces événements précoces. Donc pour être plus spécifique, ces aires cérébrales concernent en particulier notre réactivité au stress, notre perception de nous-mêmes, donc l'identité, la formation de l'identité profonde, mais aussi la perception du monde, l'émotivité, les choix d'action qui vont être faits. Et donc de continuer d'opérer à l'âge adulte avec le même mode, avec la même structure, c'est ce qui fait que l'on vit de manière récurrente des difficultés, des obstacles qui ont été conditionnés par cet environnement précoce. J'espère que vous avez pris note et que vous avez pu comprendre ce que vous venez de recevoir comme cadeau. Et pour illustrer cette nouvelle réalité, je vous ai proposé 3 histoires vécues avec des personnes autour de moi. Enzo. Enzo, il a 8 ans. Sa grand-mère m'appelle. Patricia est une amie. Elle m'appelle: Georges, est-ce que tu peux aider Enzo que tu connais puisque tu es déjà venu à la maison? C'est mon petit-fils. Ok. Bonjour Enzo, tu peux me le passer? Oui. Bonjour Enzo, comment tu vas? Ça va. Ok. Mamie m'a dit que tu n'allais pas bien et que tu voulais pas aller à l'école. Tu veux bien me dire ce qui s'est passé? Ben voilà, il n'arrête pas de m'embêter, il me tape, il me frappe et j'en ai marre, je veux plus y aller. Ok, super. Est-ce que tu acceptes que nous fassions un jeu tous les deux? Je vais te proposer un jeu tout simple avec une question magique. Alors évidemment, les enfants adorent ça quand c'est magique. Et la question magique, c'est: est-ce que tu peux me dire où est cachée dans ton corps l'émotion dont tu m'as parlé tout à l'heure? La tristesse, la colère, le chagrin, la déception. Oui, oui, ah bah c'est là, 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 là et là. Ok, super. Et bien maintenant, je vais te montrer un deuxième jeu. Comment tu peux vider les organes dont tu viens de me parler. Ça te va? T'es ok comme ça? Ouais, ouais. Alors écoute bien, ça va être très court. Tu fais comme ça, comme ça, comme ça. 2 minutes après, le gamin avait vidé ses organes et avait enlevé tout le surstress qu'il avait vécu. Et il m'a même dit: je dois te laisser parce que dans 20 minutes, il sera 13 heures, il faut que je retourne à l'école. Il n'a rien à rajouter. Kelly. Kelly a 23 ans, vous découvrirez son témoignage d'ailleurs quelque part en dessous de la page. Elle va pas bien. Et comme on se connaît, je dis: dis-moi, maman m'a dit que tu n'allais pas bien, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je comprends pas. J'ai mal au dos depuis 9 mois. Je peux même pas aller travailler tellement ça me fait mal. Ok. Et j'ai fait comme avec Enzo. Est-ce que tu peux me dire, cette douleur, où elle est cachée dans ton corps? Elle est là, elle est là, elle est là. Ok. Voilà comment tu peux maintenant vider chacun de ces organes. 3-4 minutes après, elle me dit: tiens, c'est bizarre, ça va beaucoup mieux. Alors que j'avais déjà vu 3-4 médecins. Ok, c'est pas grave, l'important c'est que tu ailles mieux. C'est ok pour toi? Super. Je voudrais vous parler de Cathy, dont vous aurez le témoignage un peu plus bas. Cathy, elle a un peu plus de 45 ans et elle me confie qu'elle va pas bien. Et je lui demande: pourquoi tu vas pas bien? Je sais pas. Ok. Alors est-ce que tu pourrais me résumer ton enfance en un mot? Bah, une catastrophe. Et pourquoi une catastrophe?
Bah, parce que toute mon enfance, j'ai vu mes parents se battre. Ah oui, je comprends, effectivement. Et dis-moi quel lien ça a eu dans ta vie. Ben, la première chose que je vois maintenant, c'est que ben, j'ai épousé un homme violent et on s'est battu. Et j'ai demandé le divorce 10 ans plus tard, j'en pouvais plus. Je me suis enfoui avec mes 3 enfants sous les bras. Waouh, bravo, tu es courageuse. Je comprends ça. Alors voilà ce que tu vas faire. Tu vas me dire où s'est cachée toute cette violence à l'intérieur de toi. Tu fermes les yeux, tu t'ancres, je t'explique tout ce qu'il faut faire. 5 à 10 minutes plus tard, une fois qu'elle a vidé ses organes, qui étaient pleins, à craquer, elle me dit c'est bizarre, hein, je sens qu'il y a quelque chose qui est sorti de mon corps. Waouh. Et comment te sens-tu? Eh ben je ne sais pas l'expliquer. T'as pas besoin d'expliquer. Dis-moi comment tu te sens. Ben, ça va mieux. Ok, magnifique. Eh ben c'est tout ce qu'il fallait. Voilà ce que je voulais vous partager au sujet de ce premier cycle de travail sur comment aller identifier toutes les blessures qui sont en toi depuis que tu es dans le ventre de maman jusqu'à aujourd'hui pour qu'on puisse après les nettoyer rapidement. Si vous avez accepté cette réflexion, eh bien, je peux vous emmener encore plus loin. Allez, on avance. Dans ce module, première étape de ce travail sur le décodage fœtal, je vous invite à vous poser maintenant les bonnes questions. Allez, on continue. Voici maintenant les clés sur lesquelles vous devriez tous travailler. La fidélité familiale. Alors, ce n'est pas une promesse, c'est juste une illustration. Il faut comprendre que nous portons tous des schémas de papa et de maman, tous, sans aucune exception. Et tant que ces schémas, s'ils sont polluants, sont à l'intérieur de nous, eh bien, ils nous paralysent, ils nous empêchent de nous épanouir. Voici une deuxième clé, le transgénérationnel. Nous ne portons pas uniquement notre propre histoire, nous portons celle de papa, celle de maman, celle de grand-père, grand-mère, et nous montons comme si vous faites un arbre comme celui-là, vous êtes capable d'identifier que grand-père et grand-mère, ils ont vécu au moment de la guerre d'Algérie, la guerre de Corée, que les générations du dessus ont vécu la deuxième guerre, que les générations encore au-dessus ont vécu la première guerre, et si vous faites le calcul, la France a vécu en l'espace de 60-70 ans plus de, si je calcule bien, 5 guerres. 1870, Première guerre, Deuxième guerre mondiale, Troisième guerre mondiale, Deuxième guerre mondiale, la guerre de Corée et la guerre d'Algérie. Ben, quand vous avez vécu autant de privations, évidemment que ça laisse des traces, c'est une évidence. Voici ce que je vous propose maintenant, c'est d'écouter attentivement ce que nous propose maintenant dans ce cycle numéro 2, le docteur Boris Cyrulnik, le docteur Giacobino qui est généticienne et le docteur Dispenza. Ça, vous n'avez entendu nulle part ailleurs, j'en suis certain. 10 minutes exceptionnelles qui vont transformer votre vie d'accompagnant. Écoutez attentivement. Puisque dans cette salle, statistiquement, 50% des gens dans cette salle ont connu un traumatisme grave. Donc c'est une souffrance dans l'existence qui est très fréquente. Alors est-ce que ça ne blesse que la personne et est-ce que ça ne blesse pas son entourage? Est-ce que ça ne blesse pas ses enfants? Donc voilà la question qui se pose, c'est-à-dire que, mais à 3 générations, à une génération, 50% des gens dans cette salle ont subi un traumatisme grave. Alors par traumatisme, j'entends l'hébétude psychique. On ne peut plus comprendre, on ne peut plus résoudre le problème, on est hébété, c'est trop fort, c'est trop difficile, on n'y arrivera pas. Et on sait maintenant, grâce à la neuroimagerie, on voit que le cerveau des gens qui sont traumatisés et à qui on n'a pas aidé à surmonter le traumatisme, eh bien leur cerveau est éteint. Or, quand quelqu'un est hébété, en agonie psychique à cause d'un trauma souvent terrifiant, mais pas toujours, il arrive que des gens soient blessés par un événement de la vie qui n'est pas blessant pour le voisin. Les gens sont fracassés par un événement qui fait sourire le voisin. Donc il n'y a pas de barème de traumatisme, mais n'empêche que quand les gens sont traumatisés, leur cerveau est éteint. Ils ne peuvent plus traiter les informations. Psychologiquement, ils sont hébétés. Alors voilà un peu, mais alors je disais, à une génération,
50% des gens dans la salle ont connu une expérience douloureuse comme ça, mais à 3 générations, on peut penser que à 3 générations, on a tous dans cette salle, on a tous des ancêtres qui ont été traumatisés. Parmi nos ancêtres, on a tous une reine, une prostituée, un gendarme, un voleur, un débile profond et un prix Nobel. Parmi nos ancêtres, on a tous ça dans nos générations. Bien à présent à cette découverte étonnante des chercheurs de l'Université de Genève. On savait que les abus subis laissaient des séquelles psychiques chez les victimes. On apprend aujourd'hui qu'ils laissent également une trace biologique dans leur ADN, une trace que ces chercheurs sont même parvenus à mesurer. Les explications d'Yvan Elie et Chantal Palatier. Maltraitance, viol, autant de traumatismes qui laissent des traces, et pas seulement psychiques. Certaines de ces victimes consultent en psychiatrie. Elles ont accepté de donner leur sang pour analyse. On est allé chercher s'il y avait en quelque sorte des cicatrices sur l'ADN des événements vécus par ces personnes qui pouvaient être des abus, de la maltraitance ou des circonstances de vie assez difficiles plutôt dans l'enfance. Dans l'ADN, les chercheurs isolent un gène, celui qui répond à un stress très fort résultant d'un traumatisme. Un traumatisme que les patients décrivent en répondant à un questionnaire. Ce qui est incroyable, c'est qu'au niveau de l'ADN extrait du sang des patients, on a trouvé que proportionnellement à ce qu'ils avaient subi, on trouvait des modifications chimiques de leur ADN. Donc vraiment que cette cicatrice était mesurable. Le traumatisme s'inscrit donc dans notre génome. Et sa trace survit à chaque division cellulaire. Chez les humains comme chez les souris, elle se transmet jusqu'à 3 générations au moins. Très récemment, on a eu cette situation, grand-mère, mère-fille. La grand-mère a un mari qui a violé la fille et de là est issue une petite fille, donc le produit de l'inceste. On a fait une analyse de méthylation sur ces 3 générations. On observe que celle qui a la cicatrice la plus grande, c'est bien la petite fille qui est donc le fruit de l'inceste. Le gène de la grand-mère, profondément choqué, est moins marqué que celui de la mère qui a subi le viol. Mais la petite fille, qui n'a jamais été violée, porte la plus grande cicatrice. Mais il y a une bonne nouvelle. Cette trace, on peut l'effacer par les médicaments et les thérapies. Encore une raison, s'il était nécessaire, de soigner les traumatismes pour les effacer dans notre tête et dans notre ADN. Personne ne change tant qu'il ne change pas son énergie. Dès que vous commencez à vous sentir complet et reconnaissant, la guérison commence. Au moment où vous commencez à vous sentir abondant, vous générez de la richesse. Quand vous serez amoureux de vous et de la vie, vous attirerez votre succès. Je pense que pour se réveiller, certains d'entre nous ont besoin d'un choc. Je participais à un triathlon à Palm Springs en Californie et j'étais sur une portion de la course à vélo. Une voiture m'a catapulté hors de mon vélo et cela me brisa 6 vertèbres de la colonne vertébrale. Je fis un marché avec moi-même que si jamais je pouvais marcher à nouveau, je passerais le reste de ma vie à étudier les relations entre l'esprit et le corps, ainsi que l'esprit sur la matière. Nous parlons de votre système nerveux pouvant devenir le meilleur pharmacien du monde. Une fois que les gens commencent à y parvenir et qu'ils réfléchissent à cela, la santé et le bien-être peuvent être aussi infectieux que la maladie. J'aimerais donc voir le monde plus aimant, plus pacifique, plus sain, car quand vous croyez en vous, vous croyez en une possibilité. Et lorsque vous cessez de croire en la possibilité, vous cessez de croire en vous-même. Alors j'ai décidé de ne pas me faire opérer et je me suis dit que je ne ferais rien. Et il y a une intelligence qui vit en chacun de nous qui nous donne la vie. Cette intelligence est conscience et être conscient, c'est prêter attention. Donc, il y avait peut-être une raison qu'elle fasse attention à moi. Alors j'ai pensé que je ferais mieux de commencer à prêter attention à elle. Je me suis dit, voyons voir si je peux me connecter à cette intelligence, si je peux m'y connecter et lui donner un modèle, un plan.
Et quand j'étais content de ce plan et que j'étais complètement présent, j'abandonnerais ma création à cet esprit plus grand. Car je ne pouvais pas faire la guérison, mais l'intelligence savait comment le faire. Quoi qu'il en soit. Ce fut 6 semaines et demie d'enfer absolu. Je n'arrivais pas à ordonner à mon esprit de faire ce que je voulais faire. Je commençais à reconstruire mes vertèbres dans mon esprit. Puis la prochaine chose à laquelle je commencerais à penser serait comment je devrais vivre dans un fauteuil roulant. Devrais-je vendre ma maison? Devrais-je vendre mon cabinet? Et je devins conscient que je me concentrais sur ce que je ne voulais pas qu'il arrive au lieu de ce que je voulais qu'il arrive. Alors je me suis rendu compte que lorsque vous êtes stressé ou avez subi un traumatisme, que les hormones du stress nous poussent à nous concentrer sur le pire des scénarios. C'est la base de la survie. Donc, après 6 semaines et demie, j'ai commencé à maîtriser la situation et cela m'a pris environ 3 heures par jour au cours des 6 premières semaines et demie et je n'étais jamais satisfait. Mais environ 6 semaines et demie après, j'ai eu l'impression d'y arriver enfin. J'allais au travers de tout le processus sans perdre ma concentration, car si je perdais ma concentration, je devais tout recommencer car ce n'était pas clair, et quand j'ai enfin réussi à suivre ce processus, quelque chose se déclencha. Et tout d'un coup, c'était plus facile à faire. Et mon corps a commencé à répondre à mon esprit, rapidement. La douleur a chuté, ma condition neurologique a changé, j'ai senti que j'avais plus d'énergie, ce qui me prenait 3 ou 4 heures, me prenait maintenant 45 minutes. Et soudain, mon corps commença à guérir. Je pouvais tenir sur mes pieds. Et 10 semaines et demie plus tard, je reprenais ma vie. Au bout de 12 semaines, je reprenais l'entraînement physique. Et qu'en pensaient les médecins? Les médecins étaient sûrs que je ne marcherais plus jamais. Ils étaient certains que j'avais reçu un coup sur la tête qui faisait que je n'étais pas apte à prendre de telles décisions. En 1986, personne n'aurait osé faire cela. Qu'est-ce qui vous a fait penser cela? Comment étiez-vous à l'époque? Étiez-vous ouvert à de nouvelles idées? Je pense que j'étais un peu ouvert d'esprit, mais j'étais plus un philosophe, j'aime les principes, mais c'est une initiation. C'était risqué. Ça l'était, j'ai pensé. Si je dois vivre en fauteuil roulant, au moins j'aurais fait de mon mieux, et ils m'ont dit que si je ne me faisais pas opérer, ils devraient me mettre dans un plâtre pendant 6 à 12 mois. Donc, quand je suis retourné voir l'un des médecins, qui était le directeur de l'hôpital Scripps à San Diego, il a été époustouflé et était tellement heureux pour moi. Il était celui qui me donnait le moins de chances de guérison. Et il n'en revenait pas. Donc, pendant ce temps, je fis un marché avec moi-même, que si jamais je pouvais marcher à nouveau, je passerais le reste de ma vie à étudier les relations entre l'esprit et le corps, ainsi que l'esprit sur la matière. Et je fais cela depuis 1986. Merci à ce policier. Merci à lui, oui. Et qu'ont dit les médecins quand vous êtes entré en disant, regardez, voici ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce que les médecins ont tendance à dire quand vous dites « Regardez cette personne, s'est guérie elle-même avec le pouvoir de l'énergie mentale par opposition à ce à quoi ils sont formés et qui est correct, ouvrons-le pour voir ce qu'il s'est passé, vous savez, faisons les choses d'un point de vue physiologique. » Bon ok, parlons-en à plusieurs niveaux. Je ne recommande pas à tout le monde de faire ça. En fait, à l'époque, si c'était un patient que je fréquentais, je lui recommanderais la chirurgie de Harrington car il y avait beaucoup de problèmes. Bravo, vous avez pu absorber ces nouvelles informations. J'espère que vous allez accepter ce cycle numéro 2, ce module numéro 2, pour monter encore en compétence. Pour illustrer ces différentes révélations faites par ces 3 scientifiques, je voudrais vous proposer l'histoire de Cécile. Je rencontre Cécile dans une soirée où je ne connais pas grand monde, et ma passion, c'est le développement personnel, c'est le travail sur soi. Alors, on se met à avoir un point commun, même si nous avons plus de 10 ans d'écart. Et je lui échange quelque chose. Je lui dis, tu as l'air d'être une passionnée, et moi aussi, j'en ai même fait mon métier. Est-ce que ça te dirait que je te fasse un cadeau? Elle me dit, ok. Et je lui dis, rendez-vous demain, en visio, tu vas connecter avec tes ancêtres. Ça t'intéresse? Oui, bien sûr. Et puis, elle rentre dans l'outil, et elle se connecte à ses ancêtres, et elle me dit, à la 6e génération, mes ancêtres quittent l'Irlande. Ok. Est-ce que tu savais que tes ancêtres étaient irlandais? Bah non, je savais pas. Ok. Et ils vont où tes ancêtres? Ben, ils partent au Nouveau Monde. Mais c'est où le Nouveau Monde? C'est l'Afrique. Ok. Et qu'est-ce qu'ils font là-bas, en Afrique? Ils font du commerce. Ok. Mais du commerce de quoi? Du commerce d'esclaves. Et au moment où elle me dit du commerce d'esclaves, elle me dit, je stresse. Pourquoi tu stresses? J'ai plein d'enfants autour de moi, des noirs, des métis, et je viens de donner la main à ces enfants, et je me suis vu la main qui remonte comme ça, et puis la deuxième qui remonte comme ça, et les enfants à qui je donnais la main ont disparu. Oh, mais t'inquiète pas, tu es passeuse d'âme, c'est tout. En quelque sorte, tu viens réparer ce qu'ont fait tes ancêtres, et c'est ok.
voyez comme ça peut être simple? Allez, écoutons maintenant, vous trouverez son témoignage à Johanna un peu plus bas. Johanna m'appelle et me dit: est-ce que vous pouvez m'aider? Je lui dis: je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous arrive? Et là, elle me dit: je sors de chez le gynéco, j'ai une tumeur de l'utérus. Ok, rendez-vous demain 14h, je vous trouve une place. Lendemain 14h, nous sommes en visio. Nous faisons ce premier travail de mise en place des parents pour être sûr qu'il n'y a pas un mauvais héritage par là. Ok. Et dès le lendemain, nous attaquons le travail sur les ancêtres. Et puis, elle monte dans son arbre et elle me dit: à la 6e génération, j'ai une femme qui vient vers moi, je sais que cette femme c'est mon ancêtre, et elle me dit: nos enfants meurent. Alors j'ai fait comme tu m'as dit, hein, je l'ai invité à quitter mon arbre, à partir vers la lumière, etc. Après je suis monté au-dessus, 7, 8, 9, 10, et puis ça y est, mon arbre il n'y a plus personne. Ok, bon bah maintenant que tu as fait le côté paternel, tu vas aller du côté maternel. C'est ok pour toi, tu as compris comment on fait? Oui, 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 ok, allez, on recommence. Et puis là, elle me dit: à la 6e génération, j'ai une femme, je sais que cette femme est mon ancêtre, et elle me dit: nos enfants meurent. Alors je l'accompagne à quitter mon arbre, et puis je monte jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne. Ok. À la fin de ce travail, je dis à Johanna: est-ce que tu as compris? Non, j'ai rien compris. Ok. Regarde, du côté paternel et du côté maternel, tu as tes ancêtres qui te donnent la même information: nos enfants meurent. Il faut savoir qu'à cette époque, il y a eu un germe sur le blé et des milliers de gens sont morts. Mais elle en a la mémoire à l'intérieur d'elle-même. Et donc, pour ne pas avoir d'enfant qui meurt, eh bien, elle a une tumeur de l'utérus. Comme ça, elle n'aura pas d'enfant. Elle a 38 ans et elle se dit: si je me fais opérer, c'est fichu, j'aurai jamais d'enfant. Et je rêve d'être un jour maman. Et 3 semaines après, alors que je n'ai plus du tout de nouvelles, elle m'appelle et elle me dit: Georges, écoute ça, c'est dingue. Je sors de chez le gynéco, il m'a fait une première échographie, il n'a rien trouvé. Alors il s'est dit: le matériel est cassé. J'en prends un deuxième, il va dans le bureau d'à côté, il récupère une écho, il recommence. Et il n'y a pas de tumeur, alors que c'est lui qui l'avait vu la première fois. Et vraiment, il s'est dit: c'est pas possible. Ok, c'est pas possible. En attendant, tu n'as plus besoin de te faire opérer, c'est ok pour toi? Bah oui, c'est ok. Alors, prends soin de toi et à bientôt. Je voudrais vous partager l'histoire d'Eric. J'ai changé son prénom, mais l'histoire est fantastique. Eric m'appelle et me dit: je voudrais me nettoyer, je voudrais enlever tout ce qui ne m'appartient pas. Est-ce que tu peux m'aider? Bien sûr. Et si ça me passionne, eh bien après j'irai peut-être à la formation. Ok, tu fais comme tu veux. Et puis au moment où il monte dans son arbre, juste avant, il me dit: Georges, j'ai quelque chose à te dire, je ne suis pas très très fier, mais quand j'étais adolescent, j'ai joué au docteur avec mes cousines. Ok, moi je ne suis pas là pour te juger. Il monte dans son arbre et il me dit: à la 4e génération, à la 5e génération et à la 6e génération, il y a de l'inceste dans mon arbre. Ok, est-ce que tu les as bien accompagnés à quitter ton arbre? Oui, ça y est, c'est fait. Mais il y avait une jeune fille qui était là. Elle ne voulait pas partir. Et pourquoi elle ne voulait pas partir? Ben, je vais lui demander. Ok, demande-lui. Pourquoi tu ne veux pas partir? Ben, parce que je ne veux pas retrouver ceux qui m'ont violé. Ok. Sache que de l'autre côté, tu n'auras plus aucune inquiétude à te faire parce que ils seront partis dans la lumière et toi aussi. Et ça n'existera plus. Ah ok. Alors j'accepte de partir, j'accepte de quitter ton arbre. Et voilà comment elle a quitté l'arbre de Eric. Et voilà comment on cesse de transmettre à nos enfants, nos petits-enfants, des poids que nous portons. Vous voyez, c'est tout bête. Alors, si vous aussi, vous êtes issu d'une histoire où il y a de la violence, je fais référence aux descendants africains, comme dont je fais partie, puisque je suis antillais, eh bien, il faut vraiment faire ce travail. Mais je dirais la même chose pour les gens qui sont israélites ou qui sont des pieds noirs ou autres, parce qu'il y a des histoires récentes très très violentes, donc qui sont certainement en vous. Il faut réellement faire ça, parce que sinon vous allez transmettre à vos enfants. C'est vous qui voyez, bien entendu. Moi, c'est ok pour moi. Je voudrais vraiment que vous compreniez que la clé centrale de cette vidéo que vient de nous partager le docteur Dispenza, c'est quoi? C'est que quand l'information qui est en vous change, la matière change. Personne ne change tant qu'il ne change pas son énergie, a dit le docteur Dispenza il y a quelques instants, vous vous souvenez? Eh bien voilà, tout est là. La méthode du décodage fœtal est structurée de façon extrêmement progressive et respecte le rythme de votre corps et de votre capacité à. Je me souviens de nombreuses personnes qui sont venues à moi
et qui n'osait pas me dire quelque chose. Et au moment où elle commence à lister toutes leurs blessures, et ma championne en avait 80, elle avait 67 ans, 80, un peu plus de 80 blessures, c'est colossal. Je peux vous assurer que là, on a mis un petit peu de temps, mais c'était juste un moment magique. Eh bien, à un moment, elle m'a parlé d'abus, de choses extrêmement violentes et extrêmement difficiles, mais elle n'était plus dans la douleur. Elle était juste, oh, c'est dans tel organe, tel organe, tel organe, pouf, je l'enlève. Pouf, je l'enlève. Notre corps est un récipient, n'oubliez pas. Donc, si vous avez rempli toutes ces violences, eh bien, il y a juste à les enlever. Et ça prend en moyenne 1 minute à 2 minutes. Mais je voudrais vous emmener encore plus loin. À qui s'adresse le cycle numéro 2? Eh bien, il s'adresse aux personnes qui ont travaillé sur le module 1, qui ont une certaine sensibilité à tout ce qui est intuition, l'invisible, le subtil, la connexion, parce que vous allez monter en vibration, monter en conscience, et c'est quelque chose qui va se développer encore plus. Donc si vous l'avez déjà, ça va être un cadeau extraordinaire, et quelquefois vous allez même pouvoir travailler sur des blessures de vie passée. Mais tout le monde ne réussit pas, il faut vraiment avoir déjà un gros travail. Donc pour les autres, vous aurez les clés. Il vous reste 3 solutions en quelque sorte. J'ai écrit 2, mais 3 à faire. Le premier, c'est de recevoir les soins. Peut-être même que le premier, c'est de ne rien faire. C'est votre choix et c'est OK. Ensuite, ça serait de recevoir les soins. Et puis ensuite, pour ceux qui veulent aller plus loin, c'est de recevoir les soins et d'aller, bien entendu, ensuite à la compréhension de tout ce que vous venez de vivre pour pouvoir à votre tour le faire sur vos clients et vous apercevoir que votre investissement pour le cycle numéro 1, il sera réglé en 4 clients seulement, pour vous donner une idée. Alors le cadeau des cadeaux, c'est ce qui a été transmis ici est une information de plus. Mais je voudrais pas seulement, je voudrais pas vraiment, je voudrais pas que ça reste une information de plus. Je voudrais vraiment que vous acceptiez d'accueillir ces près de 10 clés, 10 techniques qui vous restent à explorer pour vous libérer, pour ne plus porter tous ces poids que nous avons découverts, et enfin aller vers le sans limite qui nous est possible à tous. En toute transparence, avant de nous quitter, je voudrais être très très clair avec vous. Ce que je vous ai partagé aujourd'hui ne suffit pas à lui seul à tout transformer. Ce serait vous mentir que de vous dire le contraire, tout simplement parce que cette approche demande un travail sur soi, une compréhension, une montée en conscience, une montée en vibration. Et ça ne se fait pas avec les mots. Comme l'a dit le docteur Dispenza, c'est une initiation, un travail intérieur. Mais ça, vous le savez déjà, j'imagine. Alors, si quelque chose a résonné en vous, vous saurez quoi faire. Vous saurez si vraiment vous voulez venir, si vous voulez aller vers quelque chose de plus grand et de plus beau. Et si ce n'est pas le moment, c'est OK. Ce qui vous a été transmis aujourd'hui aura déjà fait son travail. Et vous saurez au fond de vous si ce que je vous dis résonne, est OK pour vous, si vous pouvez avoir confiance ou pas. Pour moi, c'est OK. Alors si tout se joue avant 6 ans, même si c'est controversé, moi je peux vous assurer que la période fétale, et j'aurai de nombreuses histoires à vous partager là-dessus, est déjà extraordinairement puissante. Je vais vous donner un cas. Val. Val me dit, je suis dans le ventre de maman. OK. Comment ça va pour toi? Ça va pas. Et pourquoi ça va pas? Parce que papa veut pas d'une deuxième fille. Et moi, je vais faire tout ce que je peux pour être aimé. Jusqu'à ce que, eh bien, à 50 ans, pratiquement à 50 ans, elle vienne en travailler avec moi. Et quand elle va faire ce travail de mettre papa et maman à leur place, c'est-à-dire en dehors de notre champ énergétique tout simplement, eh bien, elle va faire 30 km pour aller voir ses parents qu'elle n'a pas vus depuis 2 ans. Et elle me dit, j'appuie sur la sonnette alors que je ne les ai pas prévenus, mon père ouvre la porte, et sans un mot, il me regarde, la bouche ouverte comme un poisson rouge, et pour la première fois de ma vie, il va me prendre dans ses bras. Excusez-moi. Excusez-moi. Ça m'émeut encore. Voici les cadeaux. Voici le type de cadeau que vous allez découvrir en faisant ce travail sur vous. Et vous pouvez faire la même chose avec quelqu'un d'autre, pas forcément un parent. C'est la même technique qu'on utilise pour un enfant qu'on n'a pas vu depuis des années, qui bug, qui est fâché, ceci, cela, pour un ex avec qui on veut faire la paix, pour ceci, pour cela.
Et puis, je voudrais maintenant que vous sentiez une seule question. Si je vous demande de fermer les yeux, de compter jusqu'à 10, restez les yeux fermés, ok. Et si je vous demande maintenant, dis-moi, les yeux fermés, est-ce que tu pourrais me partager ta plus ancienne blessure? L'événement qui a été difficile. Tu avais quel âge? Et de nouveau, je vais compter jusqu'à 10. Et vous allez me dire quoi? J'avais 6 ans, 7 ans, 8 ans. Ah, peut-être quelquefois, vous me direz, oh, je devais avoir 3-4 ans. Ok. Est-ce que tu peux maintenant me donner les autres blessures de toute cette période, jusqu'au ventre de maman? Sinon, eh ben, je t'apprendrai comment on fait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il vous reste 3 choix. Ne rien faire les soins et monter en vibration et en conscience, faire les soins et la formation pour monter en compétence, augmenter vos résultats et votre chiffre d'affaires. Alors maintenant, vous avez tout écouté, vous avez le choix, ne rien faire, recevoir les soins, explorer la formation sur 2 niveaux, à votre rythme, quand vous le sentirez. Et puis, prenez soin de vous.